Bon, du coup, on s'est jeté sur la route, on essaie de protéger Sophia. Donc elle a le temps de se lever et de sortir de la route, mais pas nous. Et bien sûr, ces salopards ne ralentissent pas. Donc on se fait défoncer par leurs sabots. On a les os qui craquent, qui se brisent. Bref, tout ça est très horrible. Et la dernière chose dont on se rappelle, c'est le son de notre propre crâne qui se casse. Je trouve ça ignoble. Je trouve ça dégueu. Et là, nous venons de vivre notre première mort. Donc, on est accueillis dans un nid de lumière. On se sent léger, libre. Il n'y a plus de blabla. Bref, la mort, quoi. On se retrouve du coup dans une espèce de limbe. Et on se sent très en connexion avec la lumière divine, etc. Ok. Ah oui, et on voit du coup deux personnages que vous voyez sur votre gauche, qui est du coup The Elder and the Younger, qui sont donc nos deux divinités. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il me fait un bisou sur la tête. Et il te montre en gros la grâce divine, le fait qu'il t'aime, quoi. Que les dieux sont avant tout des créatures bienveillantes. Enfin, des créateurs bienveillants. C'est un peu une illumination qu'on vit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on se rapproche de l'arbre d'argent, qui est du coup le grand arbre qui est dans la ville d'Anisoth. Et je crois que c'est le moment où on se fait ressusciter. Voilà, parce que tu n'as pas encore pu mourir. Oh! J'avais oublié ça. Bon, du coup, là on te pose un peu une question métaphysique. Toi, tu as découvert que tu connaissais l'amour cosmique en gros avec ces deux divinités. Et on te pose la question, mais quelle est la manifestation de cet amour dans ta vie de mortel? Du coup, tu as plusieurs réponses. Soit l'Empire, donc en disant que l'Empire c'est une création divine et qu'elle doit donc être aimée. Moi, je suis pas dans ça. Les fardeaux, donc en disant que en donnant un ordre à l'humanité pour lui permettre de vivre, c'est une façon de montrer, montrer leur amour, quoi. Notre famille, notre cause, donc pour montrer que on peut changer le monde en gros, qu'on a la capacité de modifier les choses, que l'amour de soi ou ne rien dire. La dernière fois j'avais pris la cause, je sais pas si ça a vraiment des conséquences. Moi cette fois j'ai envie d'essayer l'amour de soi, parce que j'aime pas ma famille, je déteste les fardeaux et j'aime pas l'Empire. J'ai déjà fait la cause donc on va essayer l'amour de soi. Donc ensuite on commence à regagner la sensation d'avoir un corps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, on est dans une crypte, mais on est de retour. Voilà, du coup on se réveille dans notre crypte familiale. Et donc en fait, il s'explique que en gros tu peux mourir de façon accidentelle, mais c'est les dieux qui décident quand est-ce que c'est ta vraie mort. Et du coup, en gros, tant que ton temps sur Terre n'est pas fini, les dieux vont te ressusciter 3 fois. Il y a quelques exceptions. Et du coup, normalement, ta quatrième mort, c'est ta seule et vraie mort. Ce qui est marrant car, fun fact, dans plusieurs langues asiatiques, dont le chinois et le japonais, le mot pour 4, en général, c'est le même mot que pour mort, ce qui fait que c'est le nombre de la malchance dans ce genre de pays. Du coup, peut-être que c'est un lien avec ça, je ne sais pas. Mais du coup, il y a nos parents, ils sont contents qu'on soit vivant, j'imagine. Donc, notre père nous dit, voilà, t'as vécu une fin terrible, t'as été complètement écrasé par les chevaux, fais attention parce que les vies qui nous sont données par les dieux jumeaux, elles sont très précieuses, faut pas les gaspiller. On te punira pas parce que t'as déjà été puni en vivant ta mort. Ah, ça j'avais oublié aussi. Donc notre corps a été guéri de toutes nos blessures, mais il y a quelque chose de nouveau, une marque noire qui te rappellera pour toujours que tu es mort sous les sabots de ses chevaux une première fois. Voilà, donc notre mère, cette religieuse là, bref, j'aime pas trop Lydia. Elle nous dit, voilà, faut pas te rappeler faut pas oublier que c'est la grâce des dieux qui t'a fait revivre, etc. Donc sois reconnaissant. J'aime pas, elle est très... arrête de répéter, quoi. Donc voilà, tu retournes dehors, et en fait tous les enfants ils sont en mode what the fuck, comment ça t'es mort, raconte-nous comment c'était de mourir. Et donc là on a notre nouveau copain qui est en mode mais comment ça tu as sacrifié une de tes vies pour une fille de rien du tout. Et donc la fille qu'on a sauvée, Sophia, elle arrive, elle me dit Ivan, mais pourquoi tu t'es sacrifié pour moi? Nanana, toutes les vies se valent. Mais finalement,
Elle part quoi, toi t'es amoureux. Mais du coup, comment ça relation plus 1? Je t'ai sauvé la vie et plus 1, indifférence. Frère, relation plus 6, reconnaissance éternelle, c'est quoi ça? Je déteste. Et voilà, et donc là on a fait un truc un peu important. On a gagné en intelligence, je sais pas pourquoi. On a gagné en noblesse, on a gagné en spiritualité, par contre on a perdu en volonté parce que ça a pris beaucoup quoi. Et on est mort une fois. C'est un peu le bilan de ce passage là. Et donc là c'est un nouvel événement qui s'est passé. Et si je me trompe pas, ça doit être apparu dans notre onglet de destinée. Auquel je n'ai pas accès, parce qu'on change d'année. Oups. Laissez-moi faire ce que je veux, c'est mon jeu. Laissez-moi cliquer. Encore. Non. Donc Sophia, la fille qu'on a sauvée, a disparu. Donc ses amis commencent à dire elle est allée... Enfin, on l'a envoyée pour aller devenir servante dans une autre famille de nobles. Donc elle sort un peu de notre vie. Donc maintenant on a 10 ans. On commence à étudier un peu plus le monde qui nous entoure. Donc Anisote, c'est une... Donc nous, notre ville, elle est dans une province qui s'appelle Magra. Ok, donc il y a eu une... Bon, il y a eu des guerres anciennes, on sait pas trop de choses. Mais du coup, c'est un endroit très peu fertile. Et donc, on importe de la terre fertile. Ce qui me semble absurde, juste habiter ailleurs. Mais du coup, c'est une ville, enfin c'est une province où il y a beaucoup d'artisanat. Et notamment de trucs qui tournent autour des métaux et de la mine. Et donc là, il y a eu une très grosse explosion dans une mine parce qu'ils ont commencé à découvrir la poudre à canon. J'avoue, 12e siècle, ça semble cohérent. En vrai, j'en sais rien, j'ai dit ça mais j'en ai aucune idée. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs jours où c'est l'air hyper irrespirable et tout, et il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la mine, et plein de gens qui n'ont pas pu non plus être ressuscités. Enfin, des gens qui ont vécu leur vraie mort, quoi, à ce moment-là. Et donc notre père, il essaie de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En disant voilà qu'ils ont essayé mais qu'ils ont fait effondrer la mine. Et le problème c'est un aristocrate, donc le comte El Velasco, qui possède les mines et qui a pas écouté les mineurs qui s'y connaissaient et a juste dit non mais faites tout péter, on s'en fout. Et voilà, du coup il y a plein de familles qui ont perdu leur principal gagne-pain. Et des gens qui ont perdu des biens à cause de l'explosion, leur bétail, etc. Donc comme notre père il est juge, il a dû régler ce genre d'histoire. Et le comte, du coup, le propriétaire de la mine, se cache derrière le fait que c'est une technologie Enfin, que c'est la faute de la poudre, quoi. Que c'est pas de sa faute à lui. Mais notre père, il est en mode... Le problème, c'était sa cupidité. Je suis d'accord avec lui. Mais voilà, donc il dit... Hashtag woke, mais pourquoi est-ce que le bien de notre province est toujours payé avec la vie des roturiers? Et voilà, et donc ça nous fait un peu gamberger sur la valeur de la vie et tout. Donc là, dans notre province, on a perdu en ordre, parce que ça a secoué un peu les populations, mais on a gagné en richesse, parce qu'on a plein de nouveaux minerais de cette mine explosée. Peut-être juste parce qu'il y a de la poudre. Nouveau sous-chapitre, le retour de notre grand frère, Stéphane. Donc, il va arriver, mais il ne va pas arriver seul. Déjà avec grand-père qu'on déteste, et aussi avec, je crois, un nouvel invité. Ou à deux. Je crois qu'il y a un autre invité, mais c'est plus tard. Non, ils sont tous les deux. Donc grand-père est suivi par un jeune homme qu'on ne reconnaît pas. Il est, je trouve, ignoble, Stéphane. C'est quoi cette coupe? Bref. Donc il est habillé comme un petit noblichon, etc. Et il nous méprise un petit peu. Ah oui, c'est ça. Et il y a un inconnu avec eux, qui est un vieil homme, mais qui a l'air d'être un noble aussi. Voilà, c'est un baron, Augustin. Qui est l'oncle de Stéphane. Donc c'est le frère de la première femme de notre père. Donc lui c'est un noble et c'est le préfet de la province, donc c'est quelqu'un d'assez important, c'est le supérieur de notre père. Il est assez amical et il est en mode ah tu dois être Ivan, le plus jeune frère, etc. Ce qui n'est pas commun. Et notre grand-père n'approuve pas. Là je suis en train de faire de l'écriture d'invention, c'est pas ce qui est écrit du tout. Donc notre père essaie de faire un câlin à son fils aîné, et son fils aîné refuse en regardant son grand-père qui lui dit ne fais pas ça. Il est en mode non mais nous on est des nobles, on ne doit pas exposer nos émotions, même après une grande séparation. Enfin en gros c'est vraiment le petit-fils de son grand-père quoi. Donc là on va dîner. Ah oui, un autre truc aussi, un truc de fou, c'est que l'oncle de Stéphane, qui est du coup un aristocrate jusque dans ses os, fait un baisement à notre mère et à notre sœur, qui sont du coup deux roturières. Donc
c'est pas du tout comme ça que le grand-père aimerait que ça se passe, mais comme c'est son supérieur hiérarchique, il se contente, enfin il se plie un peu à l'ordre de son supérieur finalement. Et donc là notre frère qu'est-ce qu'il dit? Donc il salue sa belle-mère en disant je me rappelle que t'as été gentil avec moi quand j'étais un enfant. Ok, c'est bien de le reconnaître. Ensuite il salue Nathan qui du coup, ouais il l'a pas vu depuis qu'il était bébé. Et il salue pas Gloria qui est pourtant sa demi-sœur avec qui il a aussi grandi depuis très petit. Voilà, donc l'ambiance est pourrie comme d'habitude. Mais pourtant notre invité est très cordial, très poli avec la maîtresse de maison. Il lui dit c'est un super dîner, c'est toi qui as choisi les repas, bravo, t'as un palais très, très raffiné. Je suis content que mon neveu ait grandi avec toi, nan. Et donc c'est très surprenant parce que c'est lui du coup c'est un noble de l'épée, qui du coup a été toujours élevé avec l'idée que les roturiers sont des moins que rien. Donc il aurait pu être vexé que sa sœur ait été entre guillemets remplacée par une roturière en plus qui avait déjà un enfant et tout. Et donc là ils sont en train de se disputer le grand-père et lui, genre le grand-père il est en mode non mais je préférais que mon petit-fils reste parmi ses égaux à l'école etc. Et Augustin, l'oncle de notre frère est en mode non mais rien ne peut remplacer l'amour familial, etc. Il faut pas priver Stéphane de sa famille, d'être avec son père qui est un exemple puisqu'il a gagné son rang de juge, etc. Je dis beaucoup, etc. Ah, il m'a fait peur. Donc grand-père s'énerve, quelle surprise, contre qui? Contre une jeune servante qui a renversé un peu de vin sur Stéphane, ça arrive. Donc il la chasse. Et du coup notre invité dit oh on n'a plus de servants, pourtant il n'y a plus de dîner, haha. Et là Stéphane fait un truc cruel que je déteste, il dit ne t'inquiète pas mon oncle, il y a suffisamment de roturiers à cette table pour continuer à nous servir. C'est-à-dire sa propre famille. Donc Stéphane regarde Gloria en disant ça. Et notre père n'est pas content. Notre mère est choc-barre. Quoi? Ok, silence inconfortable autour de la table. Et donc Gloria se lève en disant que si les messieurs Brontë veulent, bah elle va leur servir à table. Ce qui est très humiliant. Nous sommes très énervés pour notre sœur. Donc on a plusieurs possibilités. Soit insulter notre frère. Le problème c'est qu'on le fait devant notre frère, devant notre grand-père, mais aussi devant l'inconnu. Et ça pourrait vraiment nuire à la réputation de la famille. Soit on fait comme si de rien n'était et on parle, soit on se lève et on aide Gloria. Je pense que je vais faire ça, parce que j'ai aucune envie de parler avec ces cons. Je trouve que c'est la solution la plus dignifiée. La plus digne, pardon. Donc on se lève et notre mère se lève avec nous. Et donc on agit tous les trois comme des servants de notre propre maison. Et donc notre invité essaie de faire comme si de rien n'était. Et en fait, lui, il est malaise, mais grand-père et Stéphane, ils sont très contents de ce qui se passe. Et apparemment, tout se passe bien, on fait aucune erreur, au point que le grand-père n'aurait même pas pu nous critiquer s'il le voulait. Et voilà, et donc là, on a atteint un nouveau stade avec notre sœur, qui a maintenant pour nous de l'affection. On a gagné un point, donc là, on est presque au plus haut stade. Le plus haut, c'est 5. Et voilà, et donc notre mère et Gloria, elles sont hyper reconnaissantes envers nous. Est-ce que notre mère... Ah, et là j'ai gagné du willpower, parce que j'ai fait un truc où j'ai exercé ma volonté. Ok, trop bien, j'avais peur d'en manquer. Et là nous avons 11 ans. J'aime bien les choix qu'on propose. Ils sont suffisamment différents les uns des autres. Qu'est-ce qui se passe là? Non, bon je commence à être déconcentrée, je vais faire une pause, j'arrive plus à me concentrer.